Mais avant de poursuivre, je dois dire que je serais en dessous de toutes vos attentes si je ne vous indiquais pas le moyen de vous enrichir. Quel financier ferais-je si je vous en privais? C'est pourquoi je vais vous décrire en détail le mécanisme de formation des fameux CDS. Et pour cela, nous allons faire ensemble ce qu'Erwin Schrödinger appelle une expérience de pensée. Nul besoin de matériel, juste un peu d'attention et d'imagination. Alors imaginez que je sois banquier, n'est-ce pas? J'ai le look. Bon, d'accord. Entre deux âges, à peu près correctement habillé, ça colle. En tant que banquier, je bénéficie de la part de la Banque centrale, c'est-à-dire de la banque du pays d'implantation de mon siège social, on va faire simple au début, ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. En clair, cela signifie que je peux créer de l'argent d'une manière proportionnelle à l'argent que je détiens en dépôt. Ça, c'est pas mal. Il se trouve que je viens de fonder ma banque, disons la banque Truxilo. Bon, ça c'est bien. Et pour cela, j'ai rassemblé 1 million. 1 million de ce que vous voudrez, sauf des carambars, parce que l'unité de compte n'a en fait pas vraiment d'importance dans la mesure où elle est reconnue comme convertible. Ça suffit. Alors, euro ou dollar, on s'en moque, disons dollar. En vertu du principe énoncé auparavant, je peux donc créer de l'argent à concurrence maintenant de 10 millions de dollars. Ça, c'est intéressant. C'est le privilège du banquier qui a bonne réputation, et j'ai bonne réputation. Alors, la création des 9 millions va se passer par l'octroi de prêts, car c'est mon rôle de prêter de l'argent, pour créer, en fait, au moyen d'une simple écriture dans mes livres, ces 9 millions de dollars sur la base fractionnaire que je viens de vous exposer. Alors, je prête pour permettre à des projets de se réaliser, c'est mon rôle économique. En fait, je choisis un projet intéressant, puis je prête à son porteur, éventuellement une commission jugera, s'il le faut, la valeur de ce partenaire, etc. Jusque-là, c'est assez cool. Bon. Les affaires roulent, je suis content, je prête, mes clients me remboursent. Dès l'encaissement des premiers remboursements, j'augmente d'autant ma capacité à créer encore de l'argent. J'ai de l'ambition, je veux octroyer plus de prêts, quitte à susciter la demande. En fait, ce serait trop bête de laisser en jachère ma capacité à créer de l'argent. En fait, je refuse d'être un agent économique inefficace. Voilà. Alors, je réfléchis à ce qui peut bien nécessiter d'emprunter de l'argent. J'ouvre mon manuel de marketing, le Kotler, par exemple, si vous avez pratiqué ce genre de choses. À la page 2, la liste des besoins primaires, manger, se vêtir, s'abriter, me tombe sous les yeux. Le logement. Ça, c'est l'occasion rêvée pour une famille de réaliser un emprunt. L'ambition ne m'empêche pas de raisonner. Alors imaginons que ma zone de chalandise, ce soit la salle du café de la gare. Ma clientèle en puissance est donc constituée de toutes les personnes qui s'y trouvent assises. Je me rends compte à quel point ça va être long de contacter chacune et chacun pour lui proposer un crédit. Inutile de perdre du temps, je vais faire appel en fait à un distributeur. Si je l'intéresse convenablement, il sera plus efficace que moi. Et puis en définitive, j'ignore combien risque de me coûter la prospection commerciale. Alors laissons donc faire un intermédiaire qui s'y connaît. En voici justement un. Ah oui, vous monsieur, oui, vous serez mon intermédiaire. Je vais vous offrir une belle commission pour cela. Et disons même que cette commission sera d'autant plus élevée que vous atteindrez l'objectif rapidement. Alors évidemment, l'intermédiaire, c'est lui qui accepte distribuer mes prêts, parce que finalement, répandre de l'argent à des conditions avantageuses à de futurs propriétaires, c'est pas un travail pénible, c'est même assez gratifiant, et en plus, il y a une prime à la clé. Bon, très bien. Un mois plus tard, mon intermédiaire revient vers moi et me tend une liasse de formulaires en me disant fièrement ils ont tous signé. Ah, très bien. Un mois s'écoule encore et j'encaisse les premiers remboursements, je répète l'opération, disons que nous sommes en 2004. Les affaires de la banque Truxilo sont florissantes, trop peut-être, parce que les maçons qui construisent les maisons de mes clients se prennent tout à coup à rêver de devenir propriétaires à leur tour. Mais c'est l'effet magique produit par le cercle vertueux de la croissance économique. Ce sont les maçons qui ambitionnent à présent de signer mes contrats de prêt. La perspective de devenir propriétaire aiguise leur appétit. Ils demandent des augmentations de salaire et ils les obtiennent. Les entreprises de construction les répercutent à leurs clients. Bref, le prix des maisons monte un petit peu. En tant que banquier, je sais que si je dois me refinancer pour couvrir la défaillance de l'un de mes débiteurs, je dois m'adresser soit à un confrère, soit à la Banque centrale, et je n'ignore pas que la Banque centrale, si elle voit l'inflation pointer le bout de son nez, augmentera son taux directeur, qui est le taux de base auquel moi, banquier, j'achèterai l'argent nécessaire en cas de pépin. Cette perspective me déplaît. Parce que je vous le dis comme ça, je réalise que je prends des risques, et je vous l'avoue, le risque, ce n'est pas ma tasse de thé.
Alors je prends la décision d'insérer dans les contrats de prêt une clause qui stipule, une petite clause écrite petit, si le taux directeur change, alors le taux du prêt changera. C'est la base des fameuses subprimes. Après tout, ce n'est pas à moi de payer pour mes débiteurs, je ne suis pas responsable de tout non plus.